Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Ukraine, ou plus exactement de la situation en Ukraine comme illustration d'un nouveau front ou de la réactivation du front ukrainien, de la confrontation générale entre les États-Unis et la Russie. En effet, ce qui se passe en Ukraine, bien sûr, est important en soi, mais surtout l'illustration d'une détérioration assez nette, visible depuis l'arrivée de la nouvelle administration américaine et du président Biden, et surtout de tous ceux qui l'entourent, puisqu'on assiste quand même à une reprise en main par toute une équipe de néoconservateurs, néolibéraux, technocrates américains, qui, eux, sont dans une posture extrêmement agressive vis-à-vis de Moscou, sur un certain nombre de fronts, d'ailleurs, au-delà de l'Ukraine. Alors, que se passe-t-il en ce moment en Ukraine? Mais c'est assez inquiétant. On peut dire que les accords de Minsk sont morts de fait, si vous voulez. Le cessez-le-feu intervenu il y a quelques mois maintenant n'est pas véritablement respecté. Il y a en ce moment même, depuis quelques semaines, une reprise des attaques ukrainiennes sur les partis séparatistes. Il y a un certain nombre d'acheminements d'armes diverses vers l'armée ukrainienne. Du côté russe, il y a la mobilisation de forces importantes à la frontière russo-ukrainienne. Il y a eu des exercices militaires russes en Crimée. Il y a bien sûr la mise en alerte, enfin une espèce de dispositif d'alerte avancée de l'OTAN en Pologne et dans les pays baltes depuis déjà un certain nombre de mois, visant à dissuader la Russie d'une attaque. Évidemment, tout cela est un peu de l'ordre du nuage de fumée pour, en fait, à mon avis, remettre en position l'Ukraine et se servir sans doute de la situation en Ukraine, donc pour réactiver cette rivalité. Ça se passe sur fond d'une crise constitutionnelle importante et d'une fragilisation du président ukrainien Zelensky, qui a voulu, depuis son arrivée, mettre au pas, en fait, la lutte anticorruption promue par la Cour constitutionnelle, qui venait gêner les activités, elles aussi dites d'anticorruption, d'un bureau créé après le coup de Maïdan de 2014, qui s'appelait le NABU, et qui, lui, avait l'avantage, aux yeux des États-Unis, en tout cas, et de leurs alliés, de décider quels étaient les bons et les mauvais oligarques, les corrompus, les pas corrompus, etc. Donc, le président Zelensky a essayé, pour se rétablir et probablement pour être en meilleure posture vis-à-vis de Washington, de mettre à pied un certain nombre de juges gênants pour les intérêts occidentaux et américains. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toujours une procédure lancée en Ukraine par cette même Cour constitutionnelle contre le président Biden lui-même, et dans le cadre de l'affaire Borismo, où son fils était impliqué, donc une affaire de corruption qui évidemment gêne beaucoup la Maison-Blanche. Donc le président Zelensky, qui lui n'a pas pu finalement faire ce ménage favorable aux intérêts américains, essaie maintenant d'internationaliser la situation et d'appeler un peu à l'aide le monde occidental. Ça marche. Nous venons d'avoir une déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 qui a bien sûr réaffirmé l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, mais qui a aussi expliqué qu'il était hors de question de reconnaître que la Crimée était revenue à la Russie, et qui s'est engagé, comme d'ailleurs l'OTAN, comme d'ailleurs le président américain, à venir au secours de l'Ukraine si celle-ci venait à être attaquée par la Russie. Bref, on est dans un contexte de postures qui ne sont pas juste de théâtre,
mais qui sont assez inquiétantes parce qu'on peut imaginer une dégradation, on peut imaginer une provocation militaire à un moment donné et qui viserait à pousser la Russie à la faute. Gageons que Moscou ne tombera pas dans ce piège-là, mais enfin, la situation est extrêmement inflammable et on a l'impression qu'on fonce un peu dans le mur délibérément pour durcir la posture vis-à-vis de Moscou et la relation avec la Russie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président Zelensky, dans sa stratégie un peu tous azimuts pour battre le rappel de ses alliés, surtout de l'Occident, à son secours, tandis qu'il est dans cette mauvaise posture que je vous ai expliquée sur le front intérieur, se traduit aussi par un certain nombre de choses. D'abord, il y a depuis quelques mois de nouvelles sanctions ukrainiennes contre non seulement le président Yanukovych, mais aussi un certain nombre de ses proches, enfin un certain nombre de personnalités ukrainiennes qui étaient anti-Maïdan, si vous voulez, qui étaient plutôt pro-russes. Donc là, l'Ukraine se met elle aussi à édicter des sanctions. Il y a cet appel du pied aux fabricants d'avions de chasse américains et en l'espèce français, parce que je crois que les Italiens ont considéré qu'il ne fallait pas se mêler de cette galère, si j'ose dire. Mais le président Zelensky vient de dire qu'il envisageait de renouveler, probablement d'ailleurs avec des prêts qu'on lui fera, sa chasse, et qu'il attendait les offres bienvenues pour la fourniture, pourquoi pas de F-16 ou de F-18 ou évidemment de Rafale. Donc c'est une manière aussi de déclencher les bonnes volontés envers lui. Et puis il fait des déclarations d'amour, ni plus ni moins, à l'OTAN. Alors dans la constitution ukrainienne, il y a déjà un passage qui explique que c'est l'horizon naturel, n'est-ce pas, de la sécurité ukrainienne que d'intégrer l'Alliance et d'ailleurs aussi l'Union européenne. Mais là, il va très très loin puisqu'il explique quand même que finalement l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN serait la façon de mettre fin à la guerre dans le Donbass, ce qui est quand même une manière très hardie de manier le paradoxe, parce que c'est exactement évidemment l'inverse qui se produirait. Si jamais l'Ukraine venait à être intégrée dans l'OTAN, ce serait évidemment le casus belli pour Moscou. Donc ça ne manque pas de sel, mais c'est quand même assez inquiétant comme posture. Mais évidemment, ça ne peut que plaire à Washington. Enfin, il a aussi dit qu'il envisageait, puisque le processus de Minsk, enfin, ça ne marche pas du tout, donc il a parlé de créer une plateforme pour la Crimée, donc pour la réintégration de la Crimée dans le giron ukrainien. Là aussi, on peut dire que ça fait évidemment plaisir, sans doute, à Paris, Berlin et Washington. Pour Moscou, si ça ne les fait pas rire, ça n'est évidemment pas une manière d'apaiser les choses. Enfin, je voudrais terminer pour dire que tout ce qui se passe évidemment sur ce front, comme je l'ai dit, ukrainien, eh bien, est à mettre en perspective dans un cadre beaucoup plus large, qui est celui d'abord de la reprise en main de l'OTAN par l'administration américaine nouvelle, Biden, avec le plan OTAN 2030 qui vise à faire rentrer dans le rang strictement tous les alliés et à leur expliquer que désormais il y a deux ennemis, n'est-ce pas? C'est la Russie comme d'habitude, mais plus que jamais, et puis la Chine. Donc c'est une manière de voir l'apaisement et la gouvernance mondiale assez belliciste tout de même, mais ça va justifier beaucoup de choses. Ça va justifier des déploiements, ça va justifier des budgets, ça va justifier des rapprochements, des nouvelles formes d'interopérabilité. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà quand même 4 bataillons de l'OTAN en posture dite défensive, enfin qui est une posture
en fait assez provocatrice vis-à-vis de Moscou, en Pologne et dans les pays baltes, comme si la Russie envisageait des attaques armées contre la Pologne et les pays baltes. Bon, voilà, ce serait risible si ce n'était pas véritablement tragique et surtout dangereux. La France d'ailleurs participe à cela, enfin, c'est ce qu'on appelle l'opération Lynx, et c'est bien dommage que, alors que nous prétendons avoir compris, avoir une certaine conscience de la nécessité d'une relation apaisée avec Moscou, nous prêtions la main à des exercices de cet ordre qui sont des exercices hostiles évidemment. Enfin, eh bien, tout cela s'inscrit dans un contexte qui évidemment est celui d'une Amérique un peu en difficulté, c'est pour ça qu'elle reprend l'OTAN en main, et parce qu'elle est en difficulté face à des succès russes, bien sûr au Moyen-Orient, mais aussi finalement dans le Caucase, où la provocation n'a pas marché, avec l'affaire du Haut-Karabakh, où la Russie a su raison garder. Alors évidemment, il y a un autre grand dossier sur lequel on peut essayer d'enfoncer un coin entre Moscou et un de ses alliés tactiques, pas forcément stratégiques, mais certainement tactiques, l'Iran. Et peut-être faut-il interpréter dans cette veine les toutes dernières déclarations américaines du président qui aurait dit qu'il était prêt à faire un certain nombre de gestes et notamment à lever certaines sanctions pour parvenir à remettre l'accord sur le nucléaire iranien sur pied avant qu'il ne soit définitivement lui aussi enterré. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, bien sûr, c'est que la Turquie est toujours aussi importante pour Washington, justement contre Moscou, pour embêter les Européens aussi, mais surtout contre Moscou, que ce soit sur le théâtre du Caucase, que ce soit sur le théâtre libyen, que ce soit naturellement en Syrie. Et d'ailleurs, le président Erdogan, il y a quelques semaines, je crois bien, a dit que lui aussi, il était vraiment contre cette annexion de la Crimée par Moscou. Voilà, et que finalement, il trouvait la posture otanienne légitime. Voilà, je vous laisse sur ces quelques éléments de réflexion.